philosophie, ça sert à rien. Et c'est ça qui est bien. Avertissement. Cet épisode est un peu différent des autres. Il parle d'amour. Certains propos sont susceptibles de heurter la sensibilité des amateurs de films malodoreux et de films pornographiques. Plaisir d'amour, La dure qu'un moment, chagrin d'amour dure toute la vie. Bonjour et bienvenue dans ce 6e épisode de La philosophie ça sert à rien et c'est ça qui est bien. D'habitude je commence d'une manière un petit peu plus dynamique, mais puisqu'aujourd'hui nous allons parler d'amour, je pensais que ça valait le coup de commencer par un peu de tristesse et de gravité. Parce qu'il faut bien le reconnaître, l'amour c'est bien sympathique, mais c'est souvent un tout petit peu de joie et beaucoup de souffrance. Aujourd'hui nous allons essayer de voir un peu pourquoi. En effet, je vous propose de développer la définition un peu étrange que je donne de l'amour dans un livre qui s'intitule « Vers une libération amoureuse ». La définition que j'en donne est la suivante. L'amour serait toujours ce à quoi nous ne nous attendions pas. Mais avant d'approfondir cette définition, si nous parlons d'amour, évidemment, nous pensons tous en même temps à la même personne, c'est-à-dire à Lemmy Kilmister de Motorhead. Quoi ? Et oui, d'après Lemmy lui-même, l'amour de sa vie s'appelait Suzanne Bennett. Elle avait 19 ans quand elle est morte d'une overdose d'héroïne. Et il semblerait que Lemmy ne se soit jamais tout à fait remis de ce chagrin d'amour. Ce que je veux dire par là, en prenant l'exemple de ce géant du rock qui nous a quittés il y a quelques mois, c'est que l'amour est sans doute la chose la plus profonde, la plus bouleversante qui soit, et qu'il est tout à fait possible d'être totalement détruit par l'amour, même quand on est un grand costaud apparemment indestructible comme Lemmy Kilmister. Et la question c'est quand même pourquoi ? Bien justement parce que l'amour est ce à quoi nous ne nous attendions pas. C'est-à-dire que l'amour est fondamentalement un domaine dans lequel nous avançons toujours en aveugle. Nous sommes toujours fragiles et en danger, et c'est pour ça que nous pouvons nous faire très mal. L'amour, sous toutes ses formes, c'est toujours la rencontre de l'autre avec un grand A énorme au triple sens du terme. Premièrement, évidemment, il s'agit de l'autre individu que nous rencontrons et qui nous oblige déjà à sortir de nous-mêmes, sortir de notre solitude et éventuellement de notre tendance à l'égoïsme ou au narcissisme. Mais rencontrer l'autre, ça n'est pas seulement rencontrer un individu, c'est littéralement se confronter à un autre monde, c'est rencontrer une autre histoire familiale, une autre culture, une autre sensibilité et un autre milieu social. Mais aussi et peut-être surtout, la rencontre de l'autre, c'est la rencontre du différent en nous. Je dirais la rencontre de l'autre en nous, la partie de nous-mêmes que nous ignorons encore et que pourtant nous portons déjà en nous. À ce propos, écoutons Gilles Deleuze. J'aime beaucoup ce qu'il dit quand il parle du désir dans son abécédaire. Je désire pas une femme, je désire aussi un paysage qui est enveloppé dans cette femme. Paysage qu'au besoin je ne connais pas et que je pressens. Et tant que je n'aurai pas déroulé le paysage qu'elle enveloppe, je ne serai pas content, c'est-à-dire, mon désir n'aura pas abouti. J'aime en particulier le geste que fait dans cet extrait Gilles Deleuze pour dire « dérouler le paysage contenu dans une femme ». Et j'aimerais vous parler ici, à ce propos, d'une notion développée par mon ami et mon collègue Laurent Bibard, qui dit en fait que chaque être humain naît en quelque sorte enroulé sur lui-même et que nous masquons chacun notre propre naissance et notre propre fondement et nos propres origines. En effet, biologiquement parlant, le miracle de la vie qui est à notre origine est immédiatement recouvert par d'autres cellules qui vont se multiplier et progressivement en constituer d'abord un embryon, puis finalement un nouvel être humain. De plus, une fois que nous sommes nés, notre famille, non contente de nous avoir déjà transmis son héritage génétique, nous recouvre de son histoire familiale, nous transmet ses névroses, ses représentations du monde, ses perversions, ses bizarreries, le tout sans même que nous nous en rendions compte, puisque nous sommes des bébés,
et que nous baignons littéralement dans ses influences. Enfin, la société nous rajoute une dernière couche en nous transmettant pour le meilleur et pour le pire une culture et une civilisation. Ma conviction en la matière, c'est que la plupart de nos actions, et en particulier nos rencontres amoureuses, sont des tentatives plus ou moins réussies, plus ou moins adroites et maladroites, pour essayer de dérouler notre propre mystère, notre propre paysage, et retrouver en quelque sorte l'origine que nous avons nous-mêmes masquée. Petit résumé. Si l'on considère que ce qu'on vient de raconter est juste, alors nous devons faire plusieurs constats concernant l'amour. Nous allons en faire 4. Le premier, c'est que l'amour n'est pas un état de fait. L'essence même de l'amour, c'est bien plutôt un mouvement. Dans une rencontre amoureuse, a priori, chacun va bouger. Ce qui évidemment pose des problèmes, puisque après avoir bougé, on n'est pas du tout sûr de se retrouver au même endroit, ni sûr du coup que la rencontre puisse continuer. Deuxièmement, si l'on considère que l'amour est toujours ce à quoi nous ne nous attendions pas, eh bien, par définition et par essence, l'amour est un endroit dans lequel nous sommes complètement perdus et désarmés, un endroit dans lequel nous ne comprenons strictement rien à ce que nous faisons. Et plus nous prétendons savoir en amour, plus nous avons l'air cons. Troisièmement, bien que l'amour, comme nous l'avons dit, soit la chose la plus essentielle et la plus profonde que nous puissions expérimenter, eh bien, l'amour, finalement, on n'en parle presque jamais. Et effectivement, c'est assez normal puisque nous avons dit que l'amour était ce à quoi nous ne nous attendions pas, et donc par essence, l'amour est quelque chose que nous ne pouvons pas véritablement saisir ou définir. Certains diront sans doute ici qu'en fait l'amour, on en parle tout le temps, et ils ont en partie raison. Mais quand on regarde exactement la manière dont on en parle, en général, c'est pour le réduire à des petites catégories et à le simplifier, et rarement pour parler véritablement de cette déstabilisation que produit en général le sentiment amoureux. En effet, aujourd'hui, on parle en général de l'amour de 3 manières différentes. Soit on réduit l'amour à un contrat de mariage, une vie en couple, une vie de famille avec des principes tels que, par exemple, la fidélité. Soit on parle de l'amour uniquement sous l'angle de la sexualité et de la pornographie, comme notre ami Manuel Ferrara, qui est sans doute un garçon très sensible. Alors, amusez-vous bien avec celle de votre choix. Et pour changer, vous savez, c'est très simple. Préparez les Kleenex et bonne fête à Popol. Soit enfin, troisième possibilité, on va nous parler d'amour comme le fait une autre actrice pornographique, Céline Dion. Love was when I loved you one true time. I hold you. C'est-à-dire nous parler de l'amour sous l'angle exclusif de la passion pure, parfaite, à l'eau de rose. En fait, les films à l'eau de rose sont les équivalents diamétralement opposés du film pornographique. L'un et l'autre nous parlent de situations qui, dans la vie réelle, n'existent pas du tout, c'est-à-dire que ce sont des fantasmes. Et nous arrivons ici à notre 4e point. En effet, si l'amour est ce à quoi nous ne nous attendions pas, toujours, qu'il est indéfinissable, incontrôlable, insaisissable, eh bien à ce moment-là, il est le pire ennemi de notre civilisation moderne. En effet, la civilisation moderne dans laquelle nous vivons n'a qu'une obsession: définir, saisir, rationaliser et contrôler. Au XIXe siècle, quand la modernité était encore triomphante, un penseur libertaire et anarchiste comme Charles Fourier pouvait écrire sans rire un livre appelé « Des harmonies polygames en amour ». Dans ce livre, il tente de définir d'une manière extrêmement rationnelle, voire quasiment scientifique, toutes les relations amoureuses et essaye de bâtir des modèles pour les organiser. Ce qui est assez comique quand on le lit, c'est de constater que par exemple, il y a dans son livre des tableaux de ce genre, c'est-à-dire des espèces d'organisation rationnelle, mathématique, des connexions amoureuses entre tous les êtres humains. Évidemment, aujourd'hui, au XXIe siècle, ça nous fait un peu sourire, mais quand on réfléchit bien, on se rend compte que finalement, nous sommes toujours dans le même idéalisme que celui de Charles Fourier. En effet, nous avons même réalisé une partie de son projet en ouvrant, par exemple, les clubs échangistes généralisés et quasiment obligatoires, et puis, d'autre part, des sites de rencontres qui nous garantissent l'un et l'autre une sorte d'amour garanti, sécurisé, sans danger, bien confortable et sans risque.
Parce que vous pensez sérieusement que se confronter au tout du monde, au mystère de l'autre, au mystère de la vie, à son propre mystère, ça pourrait se faire sans rien changer à soi-même, sans se confronter à quoi que ce soit de difficile ou de déstabilisant? Eh ben non. Que ce soit dans une rencontre passionnée et fulgurante ou dans le cheminement au long cours d'une vie de couple qui peut éventuellement durer toute une vie, l'amour nous met toujours à l'épreuve et au défi. L'amour, c'est une expérience, c'est-à-dire étymologiquement une mise en danger de soi-même dans un mouvement qui va vers l'extérieur. Autrement dit, toute idée de vouloir planifier, contrôler, définir et gérer l'amour d'une manière rationnelle est la meilleure façon en fait de le faire disparaître et de rater l'expérience véritable qu'est l'amour. Mais puisque vous êtes désespérément des enfants de la modernité, vous voulez absolument que je vous donne une solution et une recette. Je vais vous la donner. Grâce au Love Manager 3000, avec des technologies issues de l'aérospatiale, je contrôle enfin pleinement toute ma vie amoureuse et sentimentale et érotique. Si j'ai besoin d'un peu plus de passion, un peu plus de boutons rouges. Si j'ai besoin d'un peu plus d'érotisme, hop, un peu plus de boutons bleus. Oh, j'arrête. Love Manager 3000, un produit d'avenir. Le pire, vous verrez, c'est que ce machin-là, on vous le vendra bientôt vraiment et que vous l'achèterez. Mais bien évidemment, au moment de votre achat, vous serez déçus. Parce que le seul vrai intérêt de l'amour, c'est justement qu'il nous dépasse, qu'il est plus grand que nous, qu'il échappe à notre contrôle et nous emmène vers une destination que nous ne connaissons pas encore, tout en sentant que nous avons envie d'y aller. Et du coup, ma solution, la vraie, c'est la suivante. Démerdez-vous. Ou pour le dire un peu moins brutalement, faites du surf. Je crois en effet que l'on peut comparer l'expérience amoureuse à la situation d'un surfeur qui doit surfer sur une très grosse vague. Ici, évidemment, l'amour, c'est la vague. Il s'agit de la manifestation de la vie dans ce qu'elle a de plus essentiel et de plus puissant. Des scientifiques situés à l'extérieur de la vague pourraient mesurer sa force, sa taille, son volume, etc. Au même titre que des scientifiques peuvent expliquer de l'extérieur ce qui se passe par exemple au niveau neurologique quand nous tombons amoureux. Mais là, nous parlons de notre surfeur qui est au pied de la vague et qui doit faire au mieux avec cette vague telle qu'elle arrive. Évidemment, on pourrait vivre dans le fantasme d'un contrôle total de la vague. Notre garçon ici pense qu'il est le plus fort, que c'est lui qui va donc dire à la vague de l'amour, où elle doit aller et de quelle manière elle doit déferler. Tu parles. On comprend bien ici que, au mieux, il va passer totalement à côté de la vague ou, au pire, il va se faire complètement ratatiner. Deuxième option, fort de notre enseignement et ayant compris qu'on ne contrôle pas l'amour, il peut aussi se laisser totalement aller et faire n'importe quoi. Mais, on le comprend bien, ça ne fonctionnera pas non plus. Ainsi, en conclusion, nous pouvons dire que l'amour ne nous demande ni de le contrôler, ni de nous laisser bêtement porter par lui. Il réclame de nous d'être à la fois extrêmement modestes et quasiment héroïques. Comme un surfeur sur sa vague, nous n'avons pas d'autre choix que de nous laisser porter et en même temps, nous devons être pleinement présents à ce que nous faisons. L'amour nous appelle donc à être au sommet de ce que nous pouvons être. Pour nous hisser à sa hauteur, nous devons grandir, nous élever, apprendre et surtout changer. Et c'est pour ça que j'aimerais conclure par la lecture d'un extrait de Rainer Maria Rilke dans Les Lettres à un jeune poète qui se trouve ici. Nous savons peu de choses, mais qu'il faille nous tenir au difficile, c'est là une certitude qui ne doit pas nous quitter. Il est bon d'être seul parce que la solitude est difficile. Qu'une chose soit difficile doit nous être une raison de plus de nous y tenir. Il est bon aussi d'aimer, car l'amour est difficile. L'amour d'un être humain pour un autre, c'est peut-être l'épreuve la plus difficile pour chacun de nous. C'est le plus haut témoignage de nous-mêmes, l'œuvre suprême dont toutes les autres ne sont que les préparations. Mais évidemment, si vous ne voulez ni grandir, ni changer, ni rencontrer l'autre, ni vous rencontrer vous-même, et que vous fuyez comme la peste tout ce qui est difficile, faites des trucs faciles. Écoutez Céline Dion.